Je trouve intéressant qu'on parle de cette question de la réussite scolaire parce que la question scolaire, les difficultés scolaires, mais pas seulement, c'est un des principaux motifs de consultation des parents dans les consultations d'aide à la parentalité ou même dans les consultations individuelles d'enfants ou d'adolescents. Et c'est vrai que pour nous, parents, c'est quelque chose évidemment d'important. Ça l'a sans doute toujours été. Depuis que l'école existe, évidemment, les parents se préoccupent de la réussite scolaire de leurs enfants, mais sans doute que ça ne l'a jamais été autant qu'aujourd'hui. Maintenant, les parents ont eux-mêmes investi l'école, ce qui n'était pas forcément le cas au début du siècle dernier. Et puis aussi, les crises économiques font qu'on s'inquiète de l'avenir professionnel de nos enfants. Parce qu'on sait quand même que c'est plus facile de trouver du travail quand on a fait des études supérieures et réussi dans les études. Ça reste une réalité. Et puis sans doute aussi le fait qu'on ait de moins en moins d'enfants. Les attentes de réussite scolaire des parents est beaucoup plus importante. Donc c'est une réalité aujourd'hui. Jamais autant les enfants n'ont subi une telle pression pour la réussite scolaire. Pour autant, on peut aussi s'interroger sur qu'est-ce que c'est que la réussite scolaire finalement. Est-ce que c'est avoir forcément une mention au bac, à l'heure où d'ailleurs le bac a beaucoup évidemment moins de valeur qu'autrefois, puisque les orientations se font avec Parcoursup avant les résultats du bac, donc les résultats du bac comptent de moins en moins. Ou est-ce que la réussite scolaire, c'est finalement un enfant qui, devenu adulte, garde un très bon souvenir de l'école, parce qu'on y passe quand même 15 ans de sa vie, à créer des relations, s'y est fait des amis, s'y est épanoui, à la fois sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan affectif, et à traverser cette période sans trop de stress, a été en bonne santé, et finalement a pu s'orienter vers ce qui correspond à son désir. C'est important que ces années se passent bien et que ce soit des années durant lesquelles l'enfant va évidemment développer ses acquis de toutes sortes. Et si on considère que la réussite scolaire, c'est ça, eh bien on pourrait voir ensemble de quoi elle dépend et quels sont finalement les obstacles à la réussite scolaire. Alors les obstacles, ils viennent de l'école, évidemment, hein, si l'école n'est pas adaptée, si l'école manque de moyens, si les enseignants ne sont pas motivés, si les enseignants ne sont pas suffisamment formés. Ils viennent aussi des parents, parfois, quand les parents ne sont pas suffisamment investis dans l'éducation des enfants parce que trop aux prises avec des difficultés personnelles, que ce soit des difficultés matérielles ou des difficultés psychologiques ou des difficultés de couple. Les obstacles viennent aussi sont aussi présents chez l'enfant, hein. Alors ça peut être des obstacles, peut être des raisons médicales, par exemple des problèmes sensoriels, des problèmes de vue, des problèmes d'audition. C'est pour ça qu'il faut faire un bilan visuel à l'entrée en maternelle, à l'entrée en CP, à l'entrée en 6e et à l'entrée en seconde, un bilan auditif aussi. Donc des raisons de santé, et puis toutes les maladies chroniques qui entraînent des altérations de l'état général, évidemment, ont un impact sur la réussite scolaire. Les autres obstacles chez l'enfant, c'est les troubles des apprentissages au sens large, hein, ce qu'on appelle les troubles des fonctions instrumentales. Donc, vous avez dû entendre parler de la dyslexie, de la dysgraphie, de la dyscalculie, de la dysorthographie, de la dysphasie, mais on parle aussi des TDAH, c'est-à-dire les hyperactivités avec déficit attentionnel, la précocité aussi, peut-être, pas toujours, hein, mais peut-être un obstacle à la réussite scolaire, et puis diverses difficultés psychologiques, des troubles du comportement, des troubles anxieux, pas forcément la phobie scolaire, mais divers types d'anxiété, des troubles de l'humeur, des états dépressifs, c'est rare, mais
évidemment une grande cause de difficultés scolaires. Il y a évidemment des moyens d'agir et les difficultés scolaires, ça se soigne et ça se soigne même très bien. Encore faut-il effectivement accepter d'en chercher les causes. Mais avant de soigner, on peut aussi prévenir. Et la scolarité, la réussite scolaire est beaucoup liée à des facteurs affectifs, beaucoup plus que des facteurs intellectuels, puisque même d'ailleurs l'intelligence évolue beaucoup en fonction de causes affectives. Parmi ces facteurs affectifs, il y a évidemment l'amour des parents au sens large, et plus précisément la sécurité affective que les parents, que la famille peut proposer aux enfants. Et cette notion de sécurité affective qui se met en place très tôt, très précocement, hein, évidemment dès que l'enfant est nourrisson, c'est quelque chose de fondamental, parce que c'est ce qui permet à l'enfant d'être bien avec lui-même, d'être serein, d'être dans le présent, de voir le passé avec sérénité, de ne pas être angoissé par le lendemain, et d'être vraiment dans l'instant, dans le présent. Bref, c'est tout ce travail que quand on est en forme, quand on est bien portant, quand on est bien soutenu par l'autre parent, eh bien, on fait avec son enfant, et peut-être sans s'en rendre compte, finalement, c'est ce berceau-là, ce berceau affectif qui est le principal garant de la réussite scolaire. C'est quand même énorme ce que l'enfant va apprendre en 15 ans. Eh bien, il faut qu'il soit suffisamment confiant. Et la confiance vis-à-vis de ce qui vient de l'extérieur, eh bien, c'est d'abord dans la relation primaire avec ses parents, avec les personnes qui s'occupent de lui, avec ses nounous, que cela peut se mettre en place. Et chez un enfant, justement, en difficulté scolaire, il faut repérer un déficit dans l'estime de soi. Un enfant qui se considère comme nul, qui a le sentiment d'être moins bon que les autres, qui prend pas d'initiative, qui est toujours en retrait, qui a parfois des conduites d'échec sous forme de maladresse, par exemple, eh bien, peut être un enfant qui manque d'estime de lui-même. Et il faut évidemment l'aider à gonfler cette estime, la restaurer par des conduites de valorisation, en proposant plus de compliments que de reproches, et en lui faisant prendre conscience aussi de ses compétences, de ses savoirs, de ses savoir-faire. Et l'enfant en difficulté scolaire peut se considérer comme eh bien, ne valant pas grand-chose, et ça porte atteinte du coup sur l'ensemble de ses autres apprentissages et de son élan vital proprement dit. C'est vrai qu'en tant que parent, on a parfois des mauvais souvenirs avec l'école, et c'est important de réussir à prendre du recul par rapport à ça, parce qu'on va sinon malheureusement contaminer son enfant, qui du coup sera un peu sur ses gardes et un peu réticent à recevoir un enseignement de la part de l'école. Et c'est important aussi évidemment d'avoir un lien le plus positif possible avec les professionnels de l'école, parce que les enfants sont très sensibles à ça, sont très sensibles aux propos qu'on peut tenir sur les enseignants ou sur le directeur ou la directrice, sur le personnel périscolaire. Et il faut effectivement veiller à ne pas avoir un discours négatif. Bien sûr, on a le droit d'avoir des griefs, mais c'est important de mettre l'enfant à l'abri de ça, et d'aller, autant que faire se peut, régler les malentendus ou régler les conflits avec les professionnels concernés. Avant, c'était plus simple. Dans les années 50, quand l'enfant avait des difficultés scolaires, eh bien,
l'institut mettait un bonnet d'âne et les parents une paire de claques, c'était de toute façon la faute de l'enfant. Maintenant, c'est plus ça, heureusement. Mais du coup, les enseignants ont le sentiment parfois d'une pression un petit peu excessive et se défendent parfois de manière un petit peu maladroite. Après, pour l'enfant proprement dit, qu'est-ce qui peut être le garant de sa réussite? Eh bien, c'est évidemment qu'il aime l'école. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'aime pas l'école ne peut pas réussir. Donc il faut qu'on trouve le moyen de lui permettre d'aimer l'école, même si nous, on a eu des relations un peu difficiles avec l'école. Mais aimer l'école, c'est déjà aimer apprendre. Et ça, ce plaisir d'apprendre, eh bien nous, parents, on est aux premières loges pour développer ça avec lui. Et ça commence évidemment très tôt, même avant qu'il aille à l'école. Quels que soient d'ailleurs les centres d'intérêt qu'on peut avoir, c'est important que l'enfant sache qu'on a des centres d'intérêt, qu'on s'intéresse à des choses diverses. Les enfants lecteurs, assez souvent, ont des parents qui s'intéressent à la lecture, que ce soit des livres, mais aussi des magazines, peu importe. Le rapport à l'écrit, c'est quelque chose aussi de très contagieux entre parents et enfants. L'écriture aussi. Un enfant qui verra ses parents écrire, c'est vrai qu'on écrit tous de moins en moins avec les tablettes, mais s'il nous voit écrire même des papiers administratifs, tout petit, ça va lui donner aussi évidemment envie d'écrire. Donc c'est ce qu'on appelle un peu, les termes techniques, les pulsions épistémophiliques, hein, c'est curiosité intellectuelle là, ça doit se développer tout petit. Et c'est bien de stimuler ça en s'intéressant aussi à ce qui intéresse l'enfant et à l'accompagner dans ces divers centres d'intérêt qui sont, encore une fois, pas forcément scolaires, hein, peu importe. Il y a aussi une autre condition à la réussite scolaire, enfin ça fait déjà deux, hein, la sécurité affective, le goût d'apprendre, mais aussi le goût des autres. Parce que l'école, on n'y est pas tout seul. Il y a évidemment des adultes, mais il y a aussi d'autres enfants qui peuvent être un soutien à la réussite scolaire. Hein. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment moyennement apprendre, mais qui ont plaisir à retrouver leurs copains. Et ce plaisir-là, finalement, leur fait aimer l'école. Mais ça peut être aussi un obstacle, parce qu'il y a des enfants qui ont plus de difficultés à s'engager dans des relations, surtout quand c'est des relations de groupe. Parce que c'est pas pareil, à l'école, on est rarement à deux. Même quand on est à deux, il y a toujours des enfants autour. Et pour certains enfants hypersensibles, par exemple, ou même les enfants hyperactifs, qui ont un déficit attentionnel, qui ont du mal, du coup, à fixer leur attention, c'est compliqué. Le groupe, c'est très difficile pour eux. Est-ce qu'il a un ou une bonne amie? Est-ce qu'il est intégré dans un groupe? Est-ce qu'il est embêté, hein, parce que les histoires de harcèlement qui sont très à la mode aujourd'hui, dont on parle beaucoup, et c'est heureux, eh bien, ont malheureusement toujours existé. Et c'est vrai, c'est plus fréquemment au collège, mais ça peut aussi arriver en primaire. Ces questions-là sont évidemment fondamentales aussi pour la réussite scolaire. La comparaison aussi avec les autres enfants, même parfois en termes de niveau. C'est évident qu'un enfant qui progresse lentement mais sûrement et qui se retrouve entouré par des enfants beaucoup plus dynamiques que lui, eh bien, risque de se décourager et de se croire nul et de renoncer. Moi, j'entends souvent dans des collèges, dans certains types de collèges, des garçons qui se retiennent de réussir, comme si au collège, c'est pas forcément bien vu de trop bien travailler à l'école, de passer pour un intello par rapport aux autres garçons. Ça touche plus les garçons que les filles. Puisque maintenant les filles réussissent mieux à l'école et que du coup la réussite scolaire aux yeux des garçons, surtout dans les milieux les moins favorisés, eh bien c'est une qualité féminine.
surtout que la plupart des enseignants sont féminins. Et donc, il y a des garçons comme ça qui vont se freiner sous l'influence des autres garçons de la classe. Moi, je me souviens d'un enfant comme ça qui avait un très bon ami à l'école maternelle et puis qui est passé en CP. Ils étaient tout le temps ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on préfère que nos enfants aient plein de relations plutôt que rester avec un seul ami. Autrefois, on valorisait ça. D'ailleurs, on se mettait en rang 2 par 2. Il y avait on valorisait le bon ami, un peu comme à Sparte. Les guerriers, on les faisait combattre à deux. Et puis maintenant, on s'inquiète un peu de ça, des relations un peu exclusives. Et du coup, fort de ces nouvelles théories, on les avait séparées. Et il y a eu un écroulement scolaire réciproque. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter que certains enfants privilégient une relation exclusive à partir du moment où ils trouvent leur équilibre de cette manière-là. Les désirs aussi qu'on projette sur son enfant avant sa naissance et ensuite tout au long de sa vie, évidemment, vont aussi influencer sa réussite scolaire, enfin vont influencer son orientation globalement, mais donc du coup aussi sa réussite scolaire, en sachant que l'enfant est au carrefour d'influences plurielles, du père, de la mère. Et parfois, du coup, il faut aussi réfléchir à ça, au fait, à la manière dont on voit son enfant, aux étiquettes qu'on colle sur lui, qu'on a collé petit et qu'on continue de coller plus grand. Alors bon, si tout va bien, laissons les étiquettes, mais s'il y a des difficultés, peut-être que c'est le moment de commencer à en décoller certaines pour essayer d'en coller d'autres. Il y a des enfants qui très tôt déjà sont très ambitieux à l'école, veulent absolument réussir alors qu'ils ne sont pas forcément poussés par les parents, qui ont soif de conquête, des enfants comme ça, qui finalement déplacent dans le scolaire un esprit un peu guerrier, un esprit un peu conquérant. Donc ça fait en général effectivement des élèves qui réussissent bien et qui, j'allais dire, n'ont pas forcément besoin des attentes parentales pour ça. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, pour avoir un enfant qui réussit scolairement, il faut aussi le laisser autonome, ne pas être trop sur lui, ne pas être trop intrusif. Il y avait des études qui montraient que, là je parle des activités extrascolaires, que statistiquement, les enfants qui réussissaient le mieux à l'école, ils avaient 2 activités extrascolaires. Ce qu'on peut en conclure quand même, c'est que c'est bien aussi pour la réussite scolaire que l'enfant puisse faire d'autres activités en dehors. D'abord parce que c'est des moyens pour lui de déstresser, d'évacuer éventuellement des tensions négatives, mais aussi pour développer d'autres champs de compétences, pour développer la confiance en soi, l'estime de soi dont il a besoin pour sa réussite scolaire. C'est d'abord par l'autonomie que la réussite peut être perçue par l'enfant. Parce que même si ça marche alors qu'il a été accompagné, il peut avoir le sentiment que de toute façon, c'est pas grâce à lui, quoi, et que lui, il n'est pas très fort, il n'est pas très compétent, et il n'y est pas pour grand-chose. Donc c'est important évidemment de l'encourager, de le soutenir, de valoriser les points où il réussit. C'est encourageant évidemment de ne pas lui faire le reproche de ses difficultés. Mais c'est bien aussi de le laisser faire par lui-même en grande partie, même si ce n'est pas forcément toujours bien fait. Là, je parle des devoirs, ou de le faire accompagner par un tiers avec qui il est moins dans une relation affective qu'avec ses parents. Dans la réussite scolaire, il y a forcément des phénomènes d'identification. Le petit va s'identifier à ses parents, bien sûr, mais de manière différenciée. Et le parent de même sexe, évidemment, joue un rôle important pour le petit garçon qui construit aussi sa masculinité à partir des critères qu'il considère comme masculins. Et c'est vrai que si les hommes de la famille n'investissent pas à l'école, si par ailleurs ils n'ont eux-mêmes pas fait beaucoup d'études, alors que les mères de la famille, les femmes de la famille ont pu en faire ou investissent l'école, en sachant qu'en plus à l'école le personnel est féminin, eh bien, ça peut démotiver, et de fait, ça démotive les petits garçons.
Donc il faut vraiment que les pères s'investissent, pas sous la forme encore une fois, de mettre de l'autorité, soi-disant, qui ferait défaut. Hein. L'autorité, ce n'est pas le privilège des pères ou des mères. C'est vraiment pas la question. C'est vraiment juste être présent physiquement et se montrer intéressé. Les garçons parlent moins bien que les filles en maternelle, dès la maternelle. Dès tout petit, il y a un différentiel. Les filles parlent beaucoup plus que les garçons et parlent beaucoup mieux. Et les seuls cas où finalement les garçons parlent aussi bien que les filles, c'est quand les garçons échangent beaucoup avec leur père. Quel que soit le niveau d'échange des mères avec leurs filles et avec leurs garçons, s'il y a un faible niveau d'échange père-fils, eh bien les garçons parlent toujours moins bien que les filles. Par contre, s'il y a un niveau d'échange important père-fils, eh bien le niveau des garçons rejoint celui des filles. C'est vrai qu'aujourd'hui, les garçons sont plus en difficulté à l'école que les filles. Donc on l'a vu en maternelle pour ce qui est du langage. Mais ça apparaît aussi dès le CP ou dès la fin de la grande section pour ce qui est des apprentissages de l'écrit. Et c'est vrai que toutes ces pathologies comme la dyslexie, donc la difficulté à lire, pour faire simple, la dysgraphie, la difficulté à écrire, quoi, sans forcément avoir des problèmes de syntaxe, mais le graphisme, la dysorthographie aussi, la dysphasie, difficulté langagière, l'hyperactivité, tout ça sont des maladies de garçons. À l'heure des connaissances actuelles, on voit rien. C'est-à-dire qu'on voit les zones, on voit que ça dysfonctionne, mais on ne sait pas ce qui est derrière et on ne connaît pas les causes. Est-ce que c'est lié à des problèmes d'anoxie pendant la grossesse? Enfin, on n'en est qu'au champ des hypothèses, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de cause émotionnelle derrière. Donc c'est important effectivement de rééduquer le plus vite possible, mais c'est aussi important de comprendre les facteurs émotionnels qui peuvent favoriser ces difficultés-là. C'est certain pour l'hyperactivité. On sait que derrière l'hyperactivité, eh bien, il peut y avoir parfois des angoisses profondes, type angoisse de mort. Il peut y avoir aussi des situations où il y a par exemple la dépression d'un parent, une dépression chronique mais pas forcément visible, qui entraîne du coup un état d'instabilité et d'agitation de l'enfant pour, réveiller, stimuler le parent concerné. Bref, on trouve des causes psychologiques derrière le TDAH et on en trouve aussi parfois derrière la dyslexie. Toutes ces pathologies, elles doivent être prises en charge, enfin détectées et repérées très tôt, quoi, dès le CP, éventuellement avant, et pris en charge de manière assez intensive parce qu'évidemment, elles ont des conséquences très importantes sur la réussite scolaire et puis elles ont des conséquences émotionnelles avec un grand découragement. Ce qui est certain, c'est que 2/3 des lycéens qui sortent sans diplôme sont des garçons. Et que dès le CP, on voit le niveau de lecture, enfin quand on arrive en sixième, le niveau de lecture moyen des filles est supérieur à celui des garçons de presque, je crois, en tout cas au moins une année. Quand on a pris conscience que dans les milieux défavorisés, on réussissait beaucoup moins bien que dans les milieux favorisés, on a mis en place des ZEP et ça a permis d'avoir des bons résultats. Eh bien, la différence de niveau entre les milieux défavorisés et les milieux favorisés, eh bien, elle est aussi importante aujourd'hui en termes de réussite scolaire qu'entre filles et garçons. Donc il y a une vraie fracture sexuée au niveau de la réussite scolaire. Après, il y a des enfants qui réussissent, qui investissent très bien l'école en maternelle, en primaire. Et puis, ça commence à devenir un petit peu compliqué au collège, du fait des remaniements pubertaires. Et c'est vrai que c'est une période un peu de bouleversement qu'il s'agit d'accompagner, de bouleversement évidemment physique, mais aussi
intellectuelles, émotionnelles, durant lesquelles il y a des mécanismes parfois de régression, de retour en arrière. C'est-à-dire qu'il y a parfois des mécanismes de retrait où l'adolescent ou l'adolescente, aux prises à toutes ces nouvelles pensées, ces nouveaux émois, ces nouveaux ressentis, ces nouvelles pulsions, eh bien, va entre guillemets un peu paralyser son cerveau pour essayer de moins ressentir. Et du coup, on va avoir l'impression qu'il ou qu'elle devient bête. On parle d'ailleurs d'âge bête. Autant la puberté peut être parasiter la réussite scolaire du fait des remaniements, autant ça entraîne évidemment une croissance neuronale importante, une croissance cérébrale importante, et du coup des nouvelles capacités, des nouvelles compétences, des capacités d'abstraction hautes, qui font que on comprend des choses nouvelles, et du coup on est beaucoup plus performant. L'ordinateur, ça grandit. Et l'enfant qui est un peu en retard sur le plan pubertaire, eh bien, il a beau tout faire, il a beau travailler d'arrache-pied, il a un petit ordinateur encore. Donc on peut comprendre aussi des fois des difficultés scolaires juste à l'aune de ce retard pubertaire. Donc pour ces enfants-là, en tout cas, lever le pied, mettre moins de pression, rassurer l'enfant sur ça, serait évidemment de bon aloi. C'est vrai que cette question de l'orientation, elle peut se poser surtout en termes de motivation. C'est-à-dire qu'arrivé au lycée, la question de l'après-bac, évidemment, se pose. On leur met beaucoup la pression. Et c'est vrai que quand on a un projet en tête, une idée de métier en tête bien précise, c'est plus facile, d'où l'intérêt des stages. Mais est-ce que le stage de troisième est suffisant pour que l'ado trouve un métier? En tout cas, nous, il faut l'aider à réfléchir à un projet professionnel, pas pour lui mettre la pression, mais juste pour l'aider à se motiver. Donc, l'idée, c'est vraiment de lui permettre de rencontrer, autant que faire se peut, des gens de notre entourage qui ont des professions diverses, enfin, qui trouvent évidemment une orientation professionnelle envisageable, qui sachent pourquoi ils bossent, et puis surtout qu'il ait une vision positive de l'après-bac. Aujourd'hui, je vois vraiment beaucoup d'ados qui, finalement, on leur donne pas tellement envie d'être adultes, parce que peut-être qu'on se plaint à tort ou à raison de la vie. Enfin, on leur présente les choses de telle manière que, enfin nous, les médias, je ne sais pas qui, mais en tout cas, ils ont une vision très négative de la vie adulte. Et donc l'après, ça leur apparaît pas très enthousiasmant, quel que soit le type d'études. Moi, j'ai vu beaucoup d'échecs au bac à cause de ces inquiétudes de l'après. Le bac, c'est quand même cette espèce de bateau qui permet de traverser la rivière. Et aujourd'hui, pour le rater, il faut quand même le vouloir. Et on voit des élèves qui travaillent pas mal et qui ratent leur bac. Donc c'est clairement des actes manqués parce que l'après les effraie et qui sont dans une situation un peu de sidération pour essayer de retenir le temps. Les inquiétudes existentielles, les questionnements existentiels qui sont présents chez les tout-petits, 3-4 ans déjà, puis après ça se dissipe et qui réapparaissent souvent à la fin du collège ou au début du lycée, ont aussi une influence importante sur la réussite scolaire. Et parfois, il suffit d'échanger un peu avec eux sur un mode un peu philosophique, sur le sens de la vie, sur pourquoi on est là, sur en quoi on pourra être utile plus tard, pour finalement complètement les remobiliser sur le plan scolaire, parce que du coup, l'école fait davantage sens, parce que la vie fait davantage sens pour eux.